Hello, bienvenue à Génération Startup, mon podcast qui est présenté par Milky & Co, ma compagnie. Dans le fond, c'est des produits pour le corps. Tout est naturel, fait à la main, vegan, fait ici à Montréal. Et je vous offre le code promo podcast pour avoir 15% off au www.milkyandco.com. Puis ça, c'est la nouvelle huile qui est sortie pour l'été et est super belle. Aujourd'hui, on a William qui vient au podcast, c'est le copropriétaire de Case Me. Son parcours est tellement impressionnant. Pour vrai, c'est un des podcasts que j'ai le plus appris de choses. Il est super gentil. Puis en plus de venir au podcast, il sponsorise l'épisode d'aujourd'hui, puis il vous donne le code promo podcast pour avoir 20% off. Moi, il m'a donné un full beau case, c'est l'océan, j'adore. Ça fait tellement summer vibes. Parlant d'été, ils viennent de sortir leur collection d'été. Puis ils n'ont pas juste des cases à téléphone, ils ont des accessoires pour vos ordinateurs, des cases pour AirPods. Fait que c'est super cool comme site web. Fait que bonne écoute, puis j'espère que vous allez apprendre autant de choses que moi. Bon, ben bienvenue. Merci d'être venu au podcast. Merci à toi, Flavie. Fait que, est-ce que tu peux nous présenter c'est qui William, c'est quoi Case Me Design? Yes, en fait, je suis un gars de la Beauce originairement. J'ai 29 ans. J'ai resté en Beauce à Saint-Georges jusqu'à à peu près 17 ans. Puis quand c'était le temps d'aller au cégep, comme bien des gens, j'ai décidé d'aller à Québec parce que mon père habitait là. Mes parents étaient séparés. Fait que j'ai décidé de déménager là-bas pour le cégep. Ensuite, je suis resté là. En fait, j'habite encore à Québec. J'étais à l'université à l'UQAR, donc campus de Lévis. C'est l'Université du Québec à Rimouski. C'est ça, Université du Québec à Rimouski, mais ils ont un campus à Lévis. Okay. Fait que j'ai fait mon bac en administration, fait que finance, entrepreneuriat. Puis quand j'ai terminé, en fait, les études, j'avais vraiment un appel quand même pour l'entrepreneuriat. Je pense qu'un peu comme toi, ma famille était toutes des entrepreneurs. Je savais pas par où commencer nécessairement, mais c'était de quoi qui m'intéressait. Mais au bout du compte, quand j'ai fini l'Uni, j'ai commencé à travailler en ingénierie pour une firme montréalaise qui s'appelle WSP. Ça fait que je faisais du développement des affaires pour de l'ingénierie civile. Puis finalement, 2 ans plus tard, je rencontre un de mes amis d'enfance avec qui on est allé au primaire, Gabriel Bolduc. Puis on est allé prendre une bière ensemble, puis il m'a expliqué qu'il était en train de lancer un projet qui s'appelle Case Me, qui voulait, lui, vendre des étuis de téléphone cellulaire aux couleurs de des entreprises, de faire aussi des étuis custom pour des universités, puis pour des cégeps, des choses comme ça. Au Québec, on a moins un sentiment d'appartenance quand tu dis j'étudie à Laval ou à l'UQAM ou peu importe, mais quand tu vas à Harvard ou autre, les gens aiment ça, se brander de A à Z. Ça fait que c'était un peu la prémisse au début. Puis finalement, j'ai parlé que moi, c'était de quoi qui pourrait m'intéresser. Le marketing, autant numérique que le développement des affaires en retail, c'est de quoi que j'aime beaucoup faire. Donc, on a décidé de s'associer ensemble début 2016. Trop cool. Puis comment c'est être deux dans une compagnie? C'est quoi vos rôles respectifs à chacun? Je dirais que ça a vraiment évolué au fil du temps. Au début, quand t'es juste lui et moi, on se sépare tous à deux selon nos skills. Gab, c'est un gars super analytique. Moi, je suis un gars super extraverti qui aime aller vers les gens puis parler en général. Ça fait que, c'est pour ça que c'est moi qui est ici aujourd'hui et non Gab. Mais reste que je dirais qu'aujourd'hui, Gab, dans le fond, lui, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est opérationnel, finance. Puis moi, je m'occupe de plus ce qui est marketing et vente. On est rendu une belle équipe d'une 20aine de personnes maintenant chez Case Me. Ça fait que je m'occupe plus du marketing au day-to-day. Puis je suis content parce que mon équipe sont bien meilleures que moi. Mais reste que c'est ça. Ça fait que moi, j'ai pris le rôle de la présidence. Fait que je m'occupe de tout ce qui est plus des meetings de vision de l'entreprise, de ça va être quoi Case Me dans 2-3 ans. Tandis que Gab est plus niveau opérationnel. Ça fait que lui s'occupe de la direction générale, en fait, de Case Me. Puis est-ce que tu penses que l'école, ça t'a aidé avec Case Me ou pas vraiment? C'est une question que j'aime tant poser. Ouais. Je dirais que je suis un peu entre les deux, dans le sens que l'école, pour moi, le cégep, pas vraiment, là, honnêtement, mais l'Uni, je dirais que c'est un bon véhicule pour apprendre à penser différemment puis d'avoir peut-être des mises en situation dans des cours, des choses comme ça, qui va te dire, OK, crime, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Comment moi je réagirais par rapport à ça. Mais point de vue technique, ça serait vraiment de te mentir qu'actuellement, j'utilise la théorie que j'ai vue dans mes cours de finance ou mes cours de comptabilité. Ça reste que tu t'en souviens. Ouais. Puis la base, je pense, c'est ça qui est important. Mais après ça, c'est de la pratiquer puis de l'utiliser dans ton quotidien. Fait que
Ouais. Et oui et non, mais je pense pas que pour avoir une business qui réussit dans la vie, tu as besoin d'aller à l'université. Ouais. Puis, comment vous avez eu l'idée comme des caisses de téléphone? Là, c'est plus juste des caisses, là, mais au début, je pense que c'était juste ça. Fait que c'était quoi l'idée? Comment vous l'avez trouvé? Ben, c'est ça, quand j'ai rencontré Gab en Ouais, il y avait 2015, déjà à ce l'idée. moment-là, il y avait l'idée, puis il y avait l'opportunité, dans le fond, parce que lui vient aussi de la Beauce, puis son père était en entrepreneuriat, et il y avait, la compagnie à son père avait acheté, comme en 2012-2013, de la machinerie pour pouvoir faire des études de téléphone. OK. Parce qu'il était supposé d'avoir un deal avec une grosse compagnie de téléphone au Canada, puis finalement, le deal est tombé à l'eau, mais il avait déjà tout acheté la machinerie. Fait que tant qu'il a accumulé de la poussière dans un entrepôt à quelque part perdu en Beauce, il a décidé de ramener ça en fait dans son sous-sol de chalet, puis de commencer à tester des produits, chercher des fournisseurs. Puis moi, je suis comme arrivé au moment que lui, ça faisait peut-être 6 mois qu'il travaillait là-dessus. Puis on a décidé de rentrer dans le monde de l'accessoire mobile. On a vraiment commencé par les études téléphone. Puis quelques mois après, là, on avait fait notre Shopify aussi. Donc on vend, nous, principalement en ligne. Je dirais qu'à peu près 70% de nos ventes se font en ligne à travers le Québec, Canada, les États-Unis. On a un 20% des ventes qui sont en retail, ça fait qu'on est dans tous les Simons au Canada, on est dans comme 150 points de vente à peu près. Puis sinon, le dernier 10%, ça se trouve être des étuis corporatifs qu'on fait. Donc, on fait des designs 100% personnalisés aux couleurs des entreprises. Puis est-ce que tu es à l'aise de nous dire ça l'a coûté combien au début? Case Me, vous avez investi combien? On a été chanceux, dans le fond, vu que la machinerie était au père à Gab, il nous la louait pas, mais il nous l'a vendue, puis on l'a payé comme sur 1 an peut-être, mais à ce moment-là, pour nous, c'est beaucoup, c'est peut-être comme 10, 15, 20 000. Ouais. Mais finalement, on a été chanceux d'avoir un prêt sans intérêt, puis on a pu faire ça de même. Mais tu sais, la machinerie en général qu'on a besoin actuellement, on en achète à chaque année des nouveaux fours parce que, dans le fond, nous, on produit tous nos étuis. On importe notre matière première qui est un plastique de polycarbonate. Ça vient d'une compagnie en Angleterre, puis nous, on la transforme. Donc, au Québec, à Saint-Georges, en fait, ce qu'on fait, c'est on fait l'impression, la cuisson, le lavage de l'étui, puis après ça, on le ship. Donc là, je m'écarte un petit peu, mais c'est ça, toute la machinerie maintenant qu'on a besoin, là, je dirais que les machines, c'est du 20-30 000, les imprimantes, c'est du 5-10, c'est comme... Fait qu'avec le temps, on a quand même un bon partenaire, une institution financière maintenant qui nous fait des prêts pour l'équipement, des choses comme ça, mais ça peut ressembler à ça. Super. C'est tellement cool que vous le faites vous-même. C'est tellement insane. Oui, puis en plus, on a... Tu sais, les gens vont commander sur le site, puis ils vont penser que l'étui est déjà fait, mais nous, on produit en juste à temps. Ça fait qu'on n'a aucun inventaire de base. Le seul inventaire qu'on a, c'est le plastique, puis on va le transformer, en fait, sur chaque commande. Fait que ce soit toi, Flavie, qui commande cet étui-là, quand on reçoit ta commande, on la produit dans un délai de 48 heures, puis après ça, on t'achète. Mais si t'es Simons, puis tu nous en commandes 2000 unités, on fait la même affaire. OK. Fait que c'est une force dans le sens qu'on n'a pas de perte. La seule perte qu'on peut avoir des fois, c'est quand que, exemple, il y a un téléphone qui se fait discontinuer ou quelque chose comme ça. Fait que là, il faut comme liquider, mais même là, on le sait assez d'avance qu'on n'a même pas besoin de réduire nos coûts. Mais ça fait aussi qu'on est super agile, on peut faire des designs quand on veut. Fait que nous, on n'est pas comme tous nos compétiteurs qui font fabriquer leurs étuis en Chine puis qui achètent des quantités hallucinantes puis qu'à un moment donné, c'est comme, OK, c'est 50% off parce qu'il faut liquider. Nous, on sort des collections à chaque saison. Fait qu'on n'est pas vraiment une compagnie de tech comme Otterbox ou autre qui a juste 2-3 choix de modèles. Nous, on a comme 450 modèles disponibles en ligne, puis tu as aussi une section personnalisée sur le site web qui peut permettre ça. Oui, justement, je me demandais, j'ai vu que vous avez de la personnalisation, mais comment ça fonctionne, la gestion de tout ça? Parce que si vous avez comme pas les cases déjà faites, quand on passe notre commande, comment ça fonctionne après si les gens... Genre, je comprends pas comment vous faites pour gérer ça, comme... Dans le fond, pour la personnalisation en tant que telle, on travaille avec une compagnie de Montréal qui s'appelle MediaClip. Okay. Donc, eux, c'est une application qui vient connecter directement avec ton site web puis avec ton ERP. Fait que nous, on a fait développer au fil des années un logiciel interne qu'on a payé de A à Z, qui est vraiment personnalisé à nos besoins. Fait que, exemple, puis là, si c'est trop technique, arrête-moi, là, mais comme notre Shopify, qui est notre site, est connecté avec notre logiciel de production, qui est le fameux ERP que je te dis, et MediaClip est connecté là-dedans aussi. Fait que tu commandes ce design-là ou que tu commandes un design personnalisé,
ça s'en va dans la même chaîne de production. OK. C'est juste le logiciel qui va dire aux gens en production chez Kismi, dire OK, ben cette commande-là, tu prends tel fichier, puis tout est fait automatiquement, dans le fond. Good. Puis justement, il y a tellement des nouveaux téléphones, des trucs qui sortent. Est-ce que vous le savez à l'avance, les modèles qui sortent, ou vous le savez quand le téléphone il sort? Comment vous faites pour vous préparer aux nouveaux modèles? On le sait pas mal en même temps que tout le monde, OK. mais tu sais, ça reste que depuis le début de Apple, ben pas de Apple, mais des iPhones de Apple, et même chose pour tous les autres téléphones. À chaque année, c'est pas mal tout le temps dans les mêmes dates qu'ils vont lancer leurs nouveaux produits. Ça fait qu'on est capable de le prévoir, mais reste que eux, ils vont laisser les specs, dans le fond, toutes les grandeurs du téléphone un peu à dernière minute. Ça fait que, tu sais, comme là, il y a l'iPhone 14 qui va sortir prochainement, ben on commence à travailler là-dessus, puis on va les recevoir un petit peu avant que ça sorte, mais pas tant que ça. Là. Parce qu'eux se gardent toutes les specs pour que quand tu vas acheter ton téléphone au Apple Store, ben ils veulent être sûrs d'avoir les cases, puis que les compétiteurs, ben ça soit un petit peu plus long. Ça fait que tout est prévu de leur bord, mais on s'en tire quand même bien malgré tout. Là. Ça fait combien de temps que Kismi existe? Ça fait 6 ans. Ça va faire 7 ans sous peu. On a lancé en 2016, en fait. Là. OK. Ouais. C'était le début du e-com, pas mal. C'était... Pas le début, mais le monde avait peur encore un peu, C'était comme le milieu. Mettons, au Québec, moi, je suis un gros fan de Frank & Oak. Je sais pas si vous connaissez. Oui, effectivement, je l'arbore bien. Mais, tu sais, il y avait une couple de e-com au Québec qui commençait à vraiment bien performer, mais aux États-Unis, c'était déjà gros. Mais oui, c'était comme le bon timing aussi avec toute la publicité numérique, que les prix ont juste augmenté, c'est débile. Fait que ça a été le bon moment, selon moi. On aurait pu lancer avant, ça aurait été encore mieux, mais regarde, en 2016, ça a quand même fait la job. Là. Puis c'est quoi ton plus grand accomplissement avec ta compagnie personnelle? Ou juste avec la compagnie? Je dirais que ça a évolué avec le temps. Ouais. Mais je dirais qu'aujourd'hui, qu'il y a 2 choses. Le premier, d'avoir une équipe, pour vrai, c'est quand même assez spécial. Tu sais, t'arrives au bureau, j'étais là hier, tu regardes autour de toi, puis il y a genre 20 humains incroyables qui se donnent corps et âme pour que ta compagnie fonctionne, mais c'est leur compagnie aussi. Ça fait que, je dirais, une des plus grandes réussites, c'est d'avoir formé une équipe de gens exceptionnels qui ont du plaisir à travailler ensemble, qui se voient à l'extérieur de la job pour aller souper ou whatever. Fait que ça, c'est vraiment le fun et gratifiant. Puis je dirais que maintenant, depuis à peu près les 6 derniers mois, là, on travaille sur un virage plus responsable chez Kismi. On se mentira pas, on fait des étuis de téléphone cellulaire en plastique. Donc, nous, ça fait peut-être déjà 2 ans qu'on travaillait pour réduire notre impact environnemental. Puis dernièrement, on a décidé de prendre la voie de B Corp, qui est une certification assez impressionnante, autant au niveau environnemental que social. Mm-hmm. Fait que là, on vient de commencer le processus de ça. Ça va prendre à peu près 1 an. Ça va coûter probablement cher, mais c'est la bonne chose, je pense, pour notre planète, parce que si des compagnies comme la tienne et la mienne n'ont fait rien, d'ici 30 ans, on va juste pas en vendre des produits. Là. J'ai pas vu aussi que vous faites quelque chose, que vous plantez des arbres aussi. Je sais pas si tu veux nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Ça, je dirais que ça fait partie du processus décisionnel à travers de OK, on va-tu vers B Corp ou on fait-tu nos trucs par nous-mêmes, puis that's it. Mm-hmm. Mais en 2020, dans le fond, on a décidé, parce que je sais pas pour toi, mais on se fait souvent écrire par 1001 causes, puis je pense que chaque cause est super importante, puis une chance qui existe. Mais en tant qu'entreprise, tu deviens un peu déchiré de dire OK, je vais donner à la Société du cancer du sein, je vais donner à un autre, tu sais. C'est dur de dire, non, genre, ça m'intéresse pas. C'est important. Fait qu'on a juste décidé de se concentrer sur une fondation. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Écologie. Puis, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on plante des arbres à chaque année. Fait que depuis 2 ans, là, je crois que dernièrement, on a atteint le seuil de 180 000 arbres plantés en 2 ans. Fait que c'est notre fondation. C'est avec ça qu'on investit le plus. Mais outre ça, on travaille avec d'autres fondations, mais de façon indirecte. Je t'explique. Exemple, l'année dernière, avec Marina Bastarache, on avait fait des étuis avec des animaux dessus. Puis elle a décidé de donner une partie des fonds, en fait, à la SPCA. Fait qu'il y a des options de même. Comme là, en ce moment, on vient de lancer la collection pour la Pride. Fait qu'on a des étuis super colorés. Puis on a décidé de donner 5 $ par étui vendu à Égal Canada, qui est une fondation en lien avec ça.
Fait que c'est ça. Au fil de l'année, même si on se concentre sur les arbres, il y a des petites initiatives comme ça qu'on fait pour pouvoir redonner d'une façon ou d'une autre. Là. Mais bravo, c'est vraiment super comme initiative. Puis tu as dit que justement, tu avais une grande équipe. Moi, je me demande comment tu passes de faire tout à là, gérer une équipe. Comment tu leur trouves? C'est quoi ta job? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Comment tu fais pour trouver les postes qu'il faut que les gens ont? Ouais. Ben, je dirais que, tu sais, quand tu fais tout, tu réalises que t'es pas bon dans tout Non. aussi. Fait que, premièrement, je pense que c'est d'isoler les places que toi, de un, t'as pas de fun, Ouais. puis de deux, que t'es peut-être pas la meilleure, puis de dire, OK, il y a clairement quelqu'un de mieux que moi pour faire cette job-là. Déjà là, la chance que j'ai mon partner, ça l'a aidé. Moi, je fais pas de comptabilité, je fais pas de finance. Genre, je trouve ça intéressant, mais comme je serais pas capable de faire ça au quotidien, puis Gab, il en mange, il trippe. Fait que déjà là, on a été chanceux là-dessus, mais pour répondre à ta question pour les employés, on est allé en ordre de priorité aussi, parce que quand tu commences ton entreprise, t'as pas les fonds pour pouvoir engager une équipe de 6 personnes. Fait qu'exemple pour nous, l'élément le plus important chez Case.me, c'est le design. Fait que au début, c'était Gab qui était sur Photoshop, qui faisait du mieux qu'il pouvait, puis thank God que ça l'a amélioré avec le temps parce que c'était vraiment pas chic. Puis merci aux premiers clients Case.me qui ont quand même cru en nous. Mais c'est ça, nous, ça a été une designer graphique qu'on a engagée. Ouais. Ça a été la première employée Case.me qu'on a eue. Puis au fil du temps, plus qu'on avait de commandes, plus qu'à un moment donné, que moi, je descende en Beauce à chaque 2-3 fois dans la semaine, puis que Gab, lui, il travaillait déjà à temps plein. T'sais, nous, ça nous a pris quasiment 1 an et demi avant qu'on lâche nos jobs respectifs pour se concentrer à Case.me à 100%. Fait que les autres employés qu'on a engagés par après, c'était du monde en production puis à l'expédition. Puis au fil du temps, ben, je dirais qu'à la base, ça a vraiment été production, expédition qu'on a engagé. Puis à un moment donné, ben, moi, je me suis concentré sur tout le développement retail, puis on a décidé d'engager des gens au marketing. Puis je pense qu'il est important, c'est de comprendre aussi que quand tu engages une personne, la personne, autant que toi ou moi, on a toutes des aspirations dans la vie, puis c'est pas parce que tu l'engages pour un poste X qu'il peut pas faire un poste Y dans le futur. Ça fait que je donne un exemple, Justine Dutil, qui est designer graphique chez nous, on l'a engagée à la base au marketing, puis elle nous a dit « Hey les gars, j'aime ça, mais comme je suis vraiment intéressé par le design graphique, elle a décidé de faire son cours, puis finalement, elle est devenue graphiste chez nous, puis elle fait plus de marketing. C'est rendu Kevin, notre directeur marketing, Cynthia, Marjorie, Shannon. Bref, on est une belle équipe, mais c'est ça. Au fil du temps, il y a des choses qu'on faisait nous-mêmes, que j'ai déléguées à certaines personnes, puis à un moment donné, tu réalises que même ces personnes-là, ils n'ont plus le temps pour faire différentes choses. Ouais. Fait que là, c'est à ce moment-là, je pense que tu engages du nouveau monde, puis que tu peux aussi plus spécialiser les gens. Exemple de Marjorie, elle s'occupe pas mal juste du marketing d'influence avec Shannon. Mais tu sais, avant le marketing d'influence, c'était moi qui le faisais le soir dans mon lit, d'envoyer des DM à du monde pour faire des collabs. Après ça, ça a été Kevin. Tu sais, c'est comme, au fil du temps, tout ça se concrétise, puis c'est là que tu te permets, en fait, de te concentrer sur certains aspects de ta business qui est plus importante. Là. Puis tu penses, c'est quoi qui a été le plus difficile de partir d'une vraiment une petite PME à une vraie entreprise, entre parenthèses? C'est quoi que tu penses? Mais vu que ça a fait 6 ans, on dirait que tu le sens pas tant que ça. Dans le sens que ça a tellement été progressif. On n'a pas passé de 0 $ de vente à 10 millions en 1 an. Ça, j'aurais probablement un autre discours. Mais nous, ça s'est quand même fait bien progressivement. Puis on s'est bien entouré aussi, de poser des questions à des gens, d'aller chercher des mentors. Pour moi, c'est de quoi de super important. Récemment, j'ai terminé l'école d'entrepreneurship de Beauce. Mon partenaire aussi l'avait fait. Ça te permet de t'entourer de gens qui vivent les mêmes challenges que toi, qui peuvent te donner des outils quand tu as des problèmes, des choses comme ça. Fait que c'est un peu poche comme réponse, mais on ne l'a pas senti tant que ça. Puis on a engagé du monde au bon moment, des fois des mauvaises embauches qu'il a fallu remercier les gens, mais comme ça fait partie de l'apprentissage. Mais bref, je pense que c'est d'y aller à ton rythme aussi, là, à moins que justement tu aies une croissance vraiment exponentielle en 1 an, que là tu es juste, OK, je vais subir ce qui se passe. Mais sinon, je pense que ça peut quand même se faire organiquement. Là. Ça a pris combien de temps avant que vous versiez un salaire? Ça, on est quand même chanceux, je dirais. Ouais. Ben, tu sais, c'est drôle, comme je t'ai dit tantôt, j'ai écouté ton premier podcast que tu parlais de tes coûts de revient et tout. Tu sais, nous, on avait les deux un background en finance, fait que la partie
comme rentabilité, profitabilité était super importante pour nous, puis on le savait, était où la limite à ne pas franchir. Fait que la première année, on s'est pas versé de salaire parce qu'on avait chacun nos jobs, puis on s'est dit, ben crime, je faisais déjà un bon salaire dans ma job, Gab, c'était la même chose. Fait que tout l'argent qu'on faisait cette première année-là, on la réinvestissait autant en équipement qu'en nouveaux produits, etc. Mais tu sais, après 1 an et demi, moi, je suis le premier qui a lâché sa job parce que je m'occupais du marketing et des ventes. Fait que c'était moi qui amenais un peu l'eau au moulin pour Case Me. Puis on m'a payé là, dès l'année 1 et demi, dans le fond. Wow. Moi, je me demande, si t'es à l'aise, encore une fois, c'est quoi votre plus grand compétiteur? Puis comment vous faites pour vous différencier des autres personnes sur le marché? Pour nous, nos compétiteurs, c'est différent que monsieur, madame, tout le monde. Quand vous pensez à un étui de téléphone cellulaire, t'en as autant sur Amazon qui vont te coûter 5$ que t'en as chez Apple qui vont te coûter 80$. Nous, nos vrais compétiteurs, c'est des gens qui sont un peu dans le même domaine que nous. C'est que, oui, ils ont des bons étuis, oui, la qualité du produit est là, mais c'est une game de design pour nous autres. Fait que nos compétiteurs, le plus gros s'appelle Casetify. Sont basés à LA, mais sont backés par un fonds d'investissement de Hong Kong. C'est genre une énorme compagnie. Donc, on se bat pas contre eux avec les mêmes moyens, mais reste qu'on est capable de tirer notre épingle du jeu. Sinon, on a Burga, qui est une compagnie qui est née il y a peut-être 3 ans. Qu'au début, on était comme « Ah, c'est cute ». Puis finalement, ils sont rendus probablement 3 fois plus gros que nous autres. Eux sont plus en Europe. Il y a Ideal of Sweden aussi, qui est en Suède, bien sûr. Fait que, bref, on en a quelques-uns, mais regarde, moi, ça fait partie de la game, puis je vois pas ça négativement. Au contraire, ça nous permet de voir comment que ça se passe genre en Europe. Comment que les compétiteurs vont venir faire leur marketing, parce que de vendre au Québec versus en France, même si on parle les deux en français, les consommateurs consomment pas du tout pareil. Fait qu'on utilise ça pour se benchmarker puis de voir un peu eux qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là. Good. Ouais, je me demandais comment vous avez fait pour trouver la première fois votre fournisseur. Est-ce qu'il y avait eu beaucoup d'essais-erreurs? Comment tu as fait pour trouver ça quand tu n'as aucune idée comment faire? Google. Ouais. beaucoup de Google. Mais honnêtement, dans le fond, vu que le Paragab, il y avait encore une fois la compagnie, il y avait déjà un fournisseur de base qui était un fournisseur chinois. Je me souviens quand je suis allé visiter, avant de dire comme go, j'embarque, j'étais allé visiter le sous-sol de son chalet. Puis j'ai pris un de ses cases, puis tu sais, je l'ai plié de même, mettons. Ah, puis ça l'a snap. Puis ça l'a explosé. Là, j'ai fait non, ça peut pas fonctionner. Je peux pas dire qu'on a des bons produits si je sais qu'ils cassent en 2 secondes. Fait que on est retourné un peu sur la planche à dessin, puis c'est là que Gab a vraiment fait une recherche exhaustive de tout ce qui pouvait se faire. On a souvent le réflexe d'aller voir ce qui se fait en Asie, mais il existe des fournisseurs, peu importe ton produit, qui se fait partout. Là, on est en train de regarder pour faire des étuis qui seraient 100% biodégradables, fabriqués 100% au Québec. Tout ce qui se fait actuellement sur le marché, ça vient tout de la Chine. On s'est dit, comme, pourquoi? Genre, la pulpe qu'ils ont besoin pour faire le produit, tout le monde peut y avoir accès. Fait que tout ça pour dire, à place d'aller en Chine, on a décidé de choisir un fournisseur qui est anglais. Puis ça fait depuis nos débuts qu'on est avec eux, là, on a vraiment tissé une belle relation avec eux. Ils nous ont vu du moment qu'on vendait 1 case par jour à maintenant 500, 600, 1000 unités par jour. Puis ils nous ont vraiment bien soutenus tout au long de ça. Mais c'est ça, je dirais recherche web. Maintenant, je pense que c'est de plus en plus accessible. En 2016, c'est con, mais c'était encore tough de trouver des fois certains fournisseurs. 2022, c'est un autre game. Puis après ça, ben, tu te bookes des appels en vidéoconférence avec eux, puis ils t'expliquent ta vision, c'est quoi que tu veux. Puis il y en a qui embarquent, il y en a qui vont te dire non, il y en a qui te répondront juste pas. Faut juste pas que tu te démoralises avec ça, puis je suis sûr que tu peux trouver un bon fournisseur. Good. Puis je sais que vous êtes allé au Dragon, fait qu'est-ce que tu peux nous expliquer comme le processus, puis est-ce que ça a été positif ou négatif aller au Dragon? C'est quoi que tu aimerais faire, toi? Non. Non? Pourquoi? Non. Parce que je trouve que, pas en ce moment, parce que je trouve que ça serait trop genre, j'irais juste pour le marketing, mais ça serait trop un gros genre growth trop vite, je pense. Ouais. J'aimerais mieux comme continuer à scaler moi-même puis là, après. En tout cas, je comprends. Ben, c'est un peu la même vision qu'on avait. Puis, nous, on l'a fait en 2018, donc 2 ans après qu'on ait commencé. On commençait à avoir des revenus intéressants, mais rien de genre malade non plus. Là. Mais on avait une croissance qui était soutenue.
Puis à la base, nous, on l'a fait pour le show. Là. On n'avait pas de besoin d'appui financier. T'sais. Je me souviens, je pense qu'on avait demandé, c'était 60 000 pour 15% de la business, de mémoire. Puis on se disait, qu'est-ce qu'on va faire avec 60 000 $? Pour vrai, c'est pas assez gros pour dire qu'on veut vraiment un partenaire externe à nous. Fait qu'on y allait pour la visibilité. Puis en 2018, les Dragons, je serais curieux de voir, mettons, le taux d'écoute aujourd'hui versus avant. Mais bref, ça a été super intéressant pour nous. On faisait déjà beaucoup de publicité en ligne. Fait que tous les gens qui avaient visité le site web, on a pu les retargeter en Facebook Ads et autres. Fait que ça a été vraiment positif. L'affaire qu'on n'avait pas pensé, c'est que les Dragons nous diraient tous non. OK, ils vous ont tous dit non? Ils ont tous dit non. On était quand même sûrs de notre shot. Puis finalement, on a eu... on s'est frappé le nez dans la porte, comme on dit. Puis ça a été comme dur émotionnellement. Tu te dis, OK, il y a 5 personnes d'expérience qui croient pas en ton produit pour différentes raisons. Fait que, on a eu une petite remise en question après, mais on s'est dit, regarde, genre, si eux ne comprennent pas, ça veut pas dire que notre business n'est pas viable pour le futur. Fait qu'au contraire, on a pris ça comme quelque chose qui nous a craqué à continuer encore plus. Fait que je sais pas si ça répond bien à ta question, mais overall, tu sais, pour ceux qui aimeraient le faire, tu sais, comme toi, je pense que c'est sage de dire, je vais avoir une croissance qui est soutenue pendant un peu de temps, puis après ça, d'y penser, parce que oui, c'est vrai que tu vas avoir... Je pense que nous, le jour 1, on avait peut-être eu 30 000 personnes sur le site web, puis on avait fait la plus grosse journée qu'on avait faite ever en 4 heures. Fait que là, t'es comme, OK, tu sais, si ta chaîne de production n'est pas capable de tenir, puis que finalement, les 1000 commandes que tu as passées, les gens sont tous en maudit après toi parce que ça prend 3 semaines à les livrer, ben c'est peut-être pas mieux. Ça fait que, tu sais, d'attendre d'être prêt, je pense que ça vaut la peine, mais il y en a plein d'histoires à succès, là, des gens que je connais qui récemment, ils l'ont fait. Là, j'en connais plein qui y vont. Là. On dirait qu'ils prennent vraiment plus des petites entreprises. Au début, c'était plus déjà des entreprises. Ouais, ou genre des inventeurs, puis j'enlève rien aux gens que ça, mais comme là, souvent, les gens arrivent avec un modèle d'affaires qui est viable, puis c'est des jeunes qui sont craqués, puis je trouve que c'est super intéressant à voir. Là. Puis est-ce que tu te rappelles pourquoi ils avaient dit non? Ouais, vraiment. Je m'en souviens très bien. Ça t'a marqué. Vous souvenez-vous de Caroline Néron? Ouais. Bon, ben elle vendait des bijoux fabriqués en Chine. Puis elle nous a dit que nos produits étaient trop facilement copiables. J'étais comme, OK, toi, tu vends des bijoux fabriqués en Asie. OK, make sense. Mais c'était drôle parce qu'en Dragon, il se niaisait. Là. Justement, ce commentaire-là, c'est Dominique Brown de Chocolat Favori qui a dit, voyons, Caroline, tu vends des bijoux, genre toi aussi, c'est facilement copiable. Sinon, il y avait le gars que j'étais vraiment in love avec sa business, Frank Oak. Ethan Song était là. Ah, il était là? Puis il m'a dit en pleine face que personne ne s'associerait jamais à une marque d'étui de téléphone. Fait que maintenant, je serais curieux de voir les gens qui ont Case Me s'ils sont contents d'avoir un Case Me. Je pense qu'au Québec, on commence tranquillement à réussir cet aspect-là, de dire qu'on n'est pas juste un brand d'étui de téléphone, on est un brand lifestyle, puis maintenant, on a d'autres types de produits. Bref, fait que je dirais que c'est les deux éléments comme compétition, on va se faire copier, ou il est où l'élément différenciateur. Fait que, à tête reposée, on s'est dit, notre pitch était peut-être pas assez bien monté pour démontrer que les gens, une fois qu'ils achètent un Case Me, ils en achètent à 50% un deuxième, puis après ça, un troisième, puis après un quatrième. Fait que je dirais que c'est ça. Là. Ça, j'allais te demander, est-ce que tu connais ton pourcentage de repeat customer? Ouais, ça tourne autour... c'est dur à... Il y a deux façons de le voir. Mettons, tu regardes sur Shopify, ça veut dire qu'on a 50% de returning customer, mais ça va prendre combien de temps? Ça fait que sur certaines périodes de l'année, des fois, ce taux-là, il baisse, mais overall, on est autour de ça. Fait que les gens vont acheter en moyenne 1,3, 1,7 étuis par année ou produits, dans le fond. Ouais. Fait que dorénavant, toute notre clientèle existante, on essaie de moins les déranger avec de la publicité. On fait plus des posts organiques sur nos médias sociaux. On fait du email marketing, du SMS. Puis on se focus vraiment sur l'acquisition de nouveaux clients, de gens qui connaissent pas ou très peu la marque, pour vraiment concentrer notre budget là-dessus. Là. Moi, je suis vraiment impressionnée par votre plan marketing. Fait que je me demandais, est-ce que tu peux nous dire un peu c'était quoi votre plan marketing pour 2022? Genre, est-ce que c'est plus Instagram, TikTok, Pinterest, peut-être? Ouais.
Ben, faut le voir de différentes façons. Ouais. Mettons que je te parle de la publicité numérique. Tu sais, nous, en toute honnêteté, c'est vraiment notre pain et notre beurre. Si on arrêtait les ads demain matin, comme les revenus ne seraient pas autant que ça l'est actuellement. Fait que pour ce qui est de la publicité numérique, depuis le changement d'iOS 14 puis iOS 15, dans le fond, qui a arrêté de suivre les cookies des gens, là, la performance des publicités a vraiment drastiquement droppé. C'est genre, ça n'a juste pas de bon sens versus avant. D'un point de vue personnel, je trouve que c'est une bonne affaire pour monsieur, madame, tout le monde parce qu'on ne se fait plus tracker n'importe où. Mais pour la compagnie qui était habituée de faire ça, ben là, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait pour s'ajuster de ça? Mais bref, nous, je dirais qu'à peu près 50% de notre budget en publicité est sur Instagram, Facebook, vu que c'est la même compagnie. Ouais. Après ça, Google Ads, on en fait énormément. Pinterest, tu l'as mentionné. Moi, j'aime full Pinterest. Ouais, ben, c'est surtout aussi que, tu sais, mettons, je regarde des fois ma blonde, comment elle agit quand elle est sur Pinterest. La plupart du temps, quand tu es sur Pinterest, tu as une idée derrière la tête. Ça fait que soit que tu veux te faire un makeover de cheveux ou bien que tu veux faire... C'est ça, mais tu es souvent déjà en mode achat. Tu es comme, OK, genre, je veux un élément design dans ma cuisine. Tu t'attendras peut-être pas d'avoir une publicité de Case Me, mais si la photo est super belle sur une cuisine, ben... tu vas peut-être dire, crème, je m'attendais pas d'acheter un étui de téléphone aujourd'hui, mais finalement, go, j'y vais. Fait que Pinterest, pour nous, c'est quand même du super beau trafic qualifié. TikTok, on en fait en ads aussi. Actuellement, la performance n'est pas autant que... ads, TikTok? Ouais. Ah ouais? On en fait au Canada anglais, mais en fait, Canada partout. On n'a pas encore commencé aux États-Unis, mais on y va tranquillement. Puis sinon, à part ça, Snapchat. Les Snapchat ads, c'est vraiment performant pour certains groupes d'âge. Moi, perso, 29 ans, j'utilise plus Snapchat depuis plusieurs années, mais mettons, mon frère qui a 21 ans, il l'utilise encore vraiment. Ça fait que je pense que ça dépend, t'es rendu où dans ta vie avec tout ça. Mais bref, Snapchat, c'est super intéressant. Puis on a commencé aussi à faire des ads sur LinkedIn pour tout ce qui est corporatif, retail. Puis point de vue organique, parce que là, je te parle des publicités, mais pour ce qui est du organique, nous, notre plus grosse plateforme, ça reste Instagram. Est-ce que ça va le rester à tout jamais? Probablement que non. Moi, je pense que ça va être TikTok. Ouais, ben c'est ça. Le TikTok, c'est une belle bébite que, mettons, ça fait peut-être quelques mois, je pense qu'on le fait de mieux en mieux. Là. Tu pourras aller analyser pour me donner ton analyse. Mais bref, oui, TikTok, définitivement, je pense que c'est de quoi d'important à faire. On mixe un peu le type de contenu qu'on met là-dessus, mais on y va vraiment de façon authentique. Ouais. Tu sais, sur Instagram ou les autres, tu peux plus être en mode publicité, puis que ça soit super beau, puis tout, mais les gens sur TikTok, ils veulent de l'authenticité, ils veulent que ça soit drôle, ils veulent comme avoir un élément de surprise aussi. Et quand tu scrolls sur TikTok, tu veux t'évader, t'as pas le goût de te faire vendre un produit nécessairement, ça fait que faut être créatif par rapport à ça, puis je suis vraiment content que les derniers mois, on est rendu avec une bonne équipe pour ça, parce qu'avant, j'étais comme, OK, on commence où pour ça? C'est comme moins instinctif de comment faire le contenu. Ça fait que, ouais. Puis vous avez aussi beaucoup d'influenceurs qui promotent vos produits. Je pense que j'ai lu que vous avez comme 100 à 200 par mois. Je sais pas si c'est... Mais comment ça fonctionne? Moi, je me demande, est-ce que c'est toutes des collabs comme gift ou est-ce que vous les payez? Comment vous faites pour organiser cette gestion-là de autant d'influenceurs? On a 3 volets dans le marketing d'influence, je pourrais dire. Le premier, qui est le gifting. Donc, on envoie des produits gratuitement à des gens ayant entre 2000 abonnés jusqu'à 10 000 abonnés, autant au Québec, au Canada qu'aux États-Unis. La réalité au Canada puis aux États-Unis, c'est qu'à 2-3 000 abonnés, ils veulent te charger quelque chose. Au Québec, c'est pas encore le cas. Mais ça commence. Ouais, je pense que ça commence. C'est correct. Il y a des gens qui veulent vivre de ça, puis ça fait bien du sens. Mais reste qu'on envoie à peu près 150 produits par mois à travers Québec, Canada, US, de façon gratuite. On demande pas grand-chose en échange. C'est comme, hey, si tu veux le partager en story ou en post, vas-y fort. Tu peux nous taguer, puis on donne des codes promotionnels, dans le fond, personnalisés à chaque personne. Puis nous, on analyse le marketing d'influence vraiment comme de la publicité numérique. Ça fait qu'à la fin du mois, on calcule, OK, on a envoyé 150 produits, ça nous a coûté X. Il y a combien d'utilisations de codes promo qui ont été faites.
on est capable d'avoir notre coût par acquisition un peu comme en publicité numérique. Fait que ça, c'est la partie vraiment mathématique de le voir, mais il y a aussi de te dire, ben, crème, il y a 150 personnes qui ont un reach entre ça et ça, qui ont parlé de toi. Fait que ça, c'est plus la notoriété qui est dure à monétiser, puis c'est bien correct. Fait que cet aspect-là, c'est de la façon qu'on l'analyse. Ensuite, on a toute la partie collaboration payante. Fait que ça, c'est des influenceurs de plus grande pointure qu'on paye carrément un montant upfront pour qu'ils fassent une publication ou des stories. Sinon, ben, on a la partie affiliée aussi. Fait qu'on a des gens que ça fait... On est chanceux que ça fait peut-être 2, 3, 4 ans avec qui on travaille. Je pense à Sarah Couture à Québec, qui est probablement connue ailleurs au Québec, mais elle vient de Québec, puis on travaille avec elle depuis pas mal les débuts de Case Me. Récemment, Claudie Mercier, ça fait peut-être 2 ans qu'on travaille avec elle, Alexandra Larouche, bref, une couple de filles super gentilles. Puis tu sais, nous, on mise beaucoup sur la relation humaine. Que tu ailles 2000 abonnés ou que tu en ailles 350 000, pour nous, tu es un humain à part entière, puis c'est très... On essaie de miser vraiment là-dessus sur nos relations. Fait que d'avoir travaillé avec Claudie pendant 2 ans, exemple, ben elle a appris à connaître Laurence, qui est celle qui s'occupe des collaborations payantes, de tisser une relation avec elle, puis de finalement dire « Hey, tu sais, on sait que t'aimes Case Me pour vrai, on veut pas que tu sois un panneau publicitaire, parle-en quand tu veux, de la façon que tu veux, de la façon le plus authentique possible, puis nous, on va être bien contents avec ça. » Puis ce qu'on fait, c'est qu'on donne une partie des ventes générées par son code promo à ces affiliés-là. Puis comme ça, ben, ça nous permet d'avoir un trafic un peu plus constant. Fait qu'est-ce que tu penses que... Je sais que pour vous, ça fonctionne, mais est-ce que tu conseilles aux gens qui commencent de vraiment investir là-dedans dans les influenceurs? Ou tu penses que toi, ça fait longtemps que vous le faites, fait que vous avez des relations? On en bâtit des nouvelles quand même à chaque semaine. Puis comme je dis, je pense que c'est un processus qui dure plus longtemps. Puis aujourd'hui versus en 2016, c'est rendu beaucoup plus transactionnel. Ça fait que une fille ou un gars, moindrement, qui ont 2, 3, 4 000 abonnés, ils vont se faire spammer en DM par plein de compagnies qui veulent faire une collaboration. Mais ça, c'est exactement ça qu'on veut pas faire. On veut avoir une approche plus humaine. Fait que, oui, je conseille de le faire, mais ça rapporte pas aussi vite qu'avant. Mais comme n'importe quelle chose en marketing, c'est un peu tout le temps ça. Quand tout le monde arrive dans le même bassin, ben là, ça se dilue, puis c'est tough d'avoir un retour sur investissement, mais reste que ça vaut la peine, selon moi, de le faire. Autant pour des plus petits influenceurs que des plus grandes pointures aussi. C'est d'aller trouver un bon mix entre les deux, puis de le faire selon tes valeurs aussi. Fait que, oui, ça vaut la peine encore, effectivement. Ouais. Puis là, tu me parles que vous faites toutes ces publicités-là. Est-ce que tout est in-house ou vous faites aussi, vous prenez comme des agences de marketing ou c'est vraiment tout vous qui faites ça? Mais tantôt, tu as posé la question par rapport à quand tu embauches qui. Fait que, au début, mettons, tout ce qui est publicité numérique, je me suis tapé peut-être 100 heures de vidéos sur YouTube pour savoir comment faire ça. Même si ça serait supposé d'être super facile, mais en 2016, c'était vraiment tough à faire. Moi, je trouve ça encore tough. Ouais. Facebook, il te bannit tout le temps pour rien, je trouve. Ouais. Mais bref, fait qu'à un moment donné, je me suis écœuré de faire la publicité. C'est que là, on a décidé de travailler avec une agence à Montréal que j'adore, qui s'appelle Mint Numérique, donc Mint comme de la menthe, mais en anglais. Puis PO, dans le fond, c'est un ami de longue date qui travaillait chez Poche et Fils à l'époque. Puis je l'ai comme connu là, puis PO, il se partait à son compte là-dedans, puis il a décidé de me prendre comme client. Puis finalement, on a travaillé avec eux pendant 4 ans, jusqu'à peut-être l'année dernière qu'on est rendu qu'on dépense des sommes de peut-être entre 100 et 150 000 par mois en publicité numérique. Fait que de donner ça à une agence, même si c'est super bonne, on commençait à trouver ça un peu risqué dans le sens que on est peut-être moins réactif s'il y a quelque chose qui fonctionne bien, qu'on veut en mettre plus, ou quelque chose qui est pas bon, qu'on veut l'arrêter carrément. Fait qu'on a décidé de développer ça à l'interne. Fait qu'on a engagé une première personne qui est un stratège numérique senior qui s'appelle Abder, qui arrivait d'une agence. Ça a été notre première embauche en publicité. Puis après ça, récemment, on a embauché Clément, qui est lui aussi stratège numérique. Donc, on est rendu avec 2 personnes à temps plein pour ça. Mais tu sais, tout ce qui est autre du marketing, on fait tout ça à l'interne depuis pas mal le jour 1, là, que ce soit les influenceurs, le design, les concours qu'on fait, peu importe. Ça a tout le temps été géré à l'interne. Puis, j'enlève rien aux agences. Là. Je pense qu'ils font du beau travail, surtout pour des compagnies peut-être qui connaissent pas ça puis qui veulent pas prendre le temps. Mais si toi, t'en manges du marketing, je te conseille vraiment de t'y attarder, puis genre, ça va vraiment être bénéfique pour toi sur le long terme. Là.
Là, on parle beaucoup du web, mais je sais que vous êtes au Simons, plein de points de vente. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour rentrer au Simons? Parce que c'est quand même assez impressionnant. C'est une drôle d'anecdote. Simons a été, mis à part peut-être 2 boutiques, là, Ouais. on vient de Saint-Georges, j'avais une boutique que moi, quand j'étais kid, je m'habillais là. Ça s'appelle le M2 Board Shop. C'est comme la seule boutique nice à Saint-Georges Ok. que les marques. Puis quand t'es jeune, tu veux être un peu comme tout le monde. Ouais. Ça fait que c'était comme the place to be. Ça fait qu'eux, ils ont été la première boutique. Mais je pense que la 2e ou 3e boutique, ça a été Simons, partout au Canada. OK, c'est fou. Puis je t'explique, dans le fond, on était en 2018. On commençait à avoir une belle présence sur Facebook, Instagram. Ça tirait de la patte. Fait que j'ai décidé de faire un concours. Puis je savais que, dans le fond, j'avais booké un rendez-vous avec une acheteuse de chez Simons qui s'appelle Marie-Josée Larue, qui est encore avec nous, puis on a une relation incroyable avec elle. Puis j'avais réussi à booker un meeting avec elle pour venir proposer les produits. Puis 2 semaines avant, je me suis dit, crème, je vais faire un concours sur Facebook. Puis je vais demander à notre communauté de dire de où ils viennent, puis dans quelle boutique ils aimeraient nous acheter. Puis on avait fait tirer, genre, je sais pas, une carte cadeau de 150$. Ouais. On a eu, honnêtement, genre, 3000 commentaires. Puis j'ai screenshoté tous les commentaires qui disaient « Ah, moi, j'étais à Gatineau, Simons. Ah, moi, j'étais à Montréal, Simons. » J'ai fait ça pour tous les commentaires. Puis à la fin de mon pitch deck de Simons, j'ai dit « By the way, on a fait cette recherche-là il y a 2 semaines. Et voici des pages de gens qui aimeraient nous acheter chez Simons. » Puis là, Marie-Josée, elle me dit « En 15 ans de carrière, c'est la première fois que je vois ça. Comme, go, j'embarque. Wow. » J'étais genre « OK, je m'attendais pas à ça. » Je t'embarque genre à combien d'unités? Elle était comme, première commande de peut-être 1000 unités. J'étais genre, oh boy. Là. Je voyais Gab de l'autre bord qui devait se dire, ah non, qu'est-ce qu'on va faire en production? Mais bref, turn out good, que tout s'est bien passé. Puis honnêtement, Simons, on est vraiment content de les avoir avec nous. C'est des partenaires d'affaires incroyables, avec des belles valeurs et tout. Puis c'est ça, au fil du temps, on s'est mis à développer d'autres boutiques. Depuis peut-être 2 ans, là, c'est ma collègue Claudia qui s'occupe du développement des affaires. Ça va à Toronto demain, justement, pour faire du développement de marché là-bas. Fait que je dirais après ça, c'est de fil en aiguille que ça s'est fait. Cool. Fait que c'est combien de pourcentage qui est e-com puis combien de pourcentage qui est en magasin, vos produits? 70% en ligne. Ouais. 20% en magasin. 20-25, mettons. Mm-hmm. Puis 5 à 10 en corporatif. Comme récemment, mettons, je sais pas si vous avez entendu la compagnie Beneva. Non. C'est 2 compagnies d'assurance, SSQ puis La Capitale, qui ont mergé ensemble. Puis eux, ils ont tout refait le branding. Ils ont un branding vraiment hot. Puis ils nous ont écrit, puis ils ont dit « Hey, on voudrait 2500 unités brandées Beneva, Case Me. » Et comme, of course. Puis tu sais, on fait les études pour le Canadien de Montréal, par exemple, des choses comme ça. Ça fait que ça reste comme une portion beaucoup plus petite, mais super intéressante pour nous, qui permet aussi de diversifier nos sources de revenus. Là. C'est une semaine que le web il est moins bon, mais que le retail est bon, puis que le corpo il est excellent. Ça te permet de ne pas être trop pris comme dans des situations où il y a des branches qui vont moins bien. Là. Ouais. Puis, je sais que depuis tantôt, tu parles vraiment Canada, Québec, les États-Unis, mais est-ce que vous aimeriez ça être plus sur le marché international? C'est quoi vos prochaines étapes pour vos produits? Bonne question. Ouais. Puis je sais que toi, quand tu as commencé, tu avais dit que sur TikTok, tu étais juste en anglais. Ouais. Nous, on a fait ce switch-là, mettons, là, peut-être 3 ans, 4 ans. Mais la réalité d'être une compagnie québécoise qui commence comme des Québécois, le sentiment d'appartenance des Québécois est super fort, puis une chance qu'ils sont là. Ouais. Mais après ça, quand tu t'en vas en Ontario ou ailleurs au Canada, tu réalises que le reste des Canadiens, ils trippent pas tant ces Québécois. Fait que on a décidé d'y aller avec le Canada en premier, puis après ça, on est allé aux États-Unis. Mais pour répondre à ta question sur le monde entier, on en a des ventes à chaque jour qui proviennent de l'Europe, des choses comme ça, mais de façon organique. Mais dire que nous, on met des efforts en temps puis en argent pour développer ces marchés-là, que ce soit en publicité ou que ce soit en influenceur, on l'a fait le test, puis on s'est pété à la gueule solide. Là. Genre, on a vraiment perdu de l'argent. Ouais. Fait qu'à place de dire on y va partout dans le monde, on a décidé de focusser nos efforts sur certains marchés. Puis quand je te dis certains marchés, même de dire, à place de viser tout le Canada, concentre-toi sur la Colombie-Britannique puis l'Ontario en premier, mettons, parce que chaque province, on agit différemment. Les gens n'aiment pas les mêmes designs. Ouais. Tu sais, nos étuis, mettons, aux États-Unis, là, on fait de la publicité
un peu partout aux États-Unis. Il y a 4-5 États qui vendent. Ok. Californie, New York, tous des États qui peuvent un peu plus ressembler à notre lifestyle. Si Ouais. je m'en vais dans le sud des États-Unis, au Texas, les gens, ils consomment vraiment pas de la même façon. Ouais, non. Puis nos best-sellers aux États-Unis ont aucun rapport avec nos best-sellers au Canada ni Ok. au Québec. Fait que c'est de dire, OK, comment tu fais pour gérer un peu tout ce changement-là là, à l'interne? Fait que sur l'échelle mondiale, genre, tant mieux si t'es capable, mais genre, c'est ça, c'est tough, là. Puis est-ce que tu aimerais ça vendre tes caisses sur Amazon ou quelque chose comme ça, ou tu vas vouloir tout le temps que ton e-commerce, ça soit vraiment Case.me? On l'a analysé Amazon. Mhm. Pour nous, ça vaut pas vraiment la peine parce qu'il y a tellement de compétition. Puis tu sais, c'est drôle, on check souvent sur Amazon. Mettons, tu tapes Case.me. Ouais. Tu vas voir des designs exactement comme on vend. C'est des Chinois qui Mais nous pas copient vous. puis tout. Ah. Ils copient pas ils n'ont pas le brevet pour faire le case, mais le design est vraiment similaire. OK, vous avez un brevet sur votre... Ouais, le produit est Ouais. breveté, là. OK, cool. Fait que bref, Amazon, on avait fait l'analyse, puis c'était vraiment pas avantageux pour nous. Puis pour être compétitif sur Amazon, il faut que ce soit FBA, ça veut dire Fulfilled by Amazon. Ouais. Ça fait qu'il faut que tu envoies tes produits là-bas. Le E, il est... C'est eux qui fulfill pour toi. Mais tu sais, je t'expliquais plus tôt que nous, on produit toutes nos commandes Ah, sur commande. c'est vrai. Fait qu'on n'a pas d'inventaire. Ça fait que de dire, OK, on va prendre un guest, d'envoyer 4000 unités chez Amazon, quand on ne sait pas s'ils vont vendre, ça venait vraiment à l'encontre de notre modèle d'affaires actuel. Ouais. Ça fait qu'on a juste décidé de ne pas le faire. Ce qu'on pourrait plus faire, par contre, c'est du dropshipping, mettons, avec l'AB, mettons, l'AB en ligne. Ils ont Ah, c'est un marketplace. Ah, j'avais pas. Walmart, ils ont un marketplace. On n'est pas là-dedans encore, mais ultimement, ça pourrait être des avenues qu'on pourrait tester, mais on n'est pas là encore. Puis est-ce que vous, la pandémie, ça vous a affecté positivement ou négativement? 3 premières semaines, super bad. Ouais. Mais tout de suite après ça, ça a été débile. Genre, OK. on a eu une croissance. T'sais, on est passé à ce moment-là de comme 1,1 million à comme 3,4 la première année de la COVID. Puis après ça, on est passé de 3,4 à comme 7,4 millions en un an. Fait que, à ce moment-là, on se disait, hey, on est bon, wow, c'est hot. Mais finalement, c'était quand même en grande partie causé par la COVID puis que les gens étaient à la maison. Mhm. Ces gens-là rachètent maintenant aujourd'hui, mais cette année, on s'est un peu frappé sur un mur. On pensait avoir une croissance encore vraiment puissante. Finalement, la croissance est là, mais vraiment pas Ouais. de ce à quoi on s'attendait. Fait que oui, c'était super positif, là. Toi, c'était comment? Ben moi, ça a commencé dans le COVID. Moi, c'est Ouais, juste, c'est ça. moi, c'est juste à cause de TikTok. TikTok m'a tout donné. Mais t'as-tu vu une évolution, tu sais, mettons, la première vague versus quand que là, le monde était vraiment tanné les dernières fois qu'on s'est fait confiner, que là, Ouais. moi, je pensais là que ça a vraiment augmenté. Mais c'est sûr que moi, j'ai commencé vraiment au début. Fait que j'étais tellement petite que c'est dur à analyser, mais je pense que c'est surtout que les gens étaient tellement sur leur téléphone en journée Ouais. longue. Puis c'était vraiment le début de TikTok que ça l'a vraiment... Mais ça l'a monté. Puis là, c'est l'été, fait que ça... C'est Ouais. un peu les deux, comme. Puis, Mais- est-ce que tu as vu une baisse depuis le retour à la normale ou c'est... Ben là, moi, ben c'est sûr que je vends des produits. Fait que là, l'été, les gens aiment ça acheter des produits. Fait que, mais oui, il y a eu un petit moment que après Noël, comme je pense les gens... Ouais. Quand les restrictions ont été plus comme enlevées, j'ai vu qu'il y avait une petite baisse. OK. Surtout sur les réseaux sociaux. Les gens étaient moins sur les réseaux sociaux, je Mhm. pense. Ouais. Lié avec l'algorithme qui a vraiment changé. Ouais, que surtout sur Instagram. Ouais. Moi, j'ai Instagram. Parfait. Puis, ah oui, qu'est-ce qui t'encourage à te lever le matin à chaque jour pour continuer qu'est-ce que tu fais? Je pense que c'est de faire une différence à plusieurs niveaux, que ce soit, je reparle de mon équipe, mais tu sais, de dire que tu construis une équipe de gens qui peuvent grandir avec toi. Genre, des fois, je me sens comme un papa. J'ai pas d'enfant, là, mais comme je suis tellement fier du monde qui vont prendre des risques, ça va marcher, des fois, ça marche pas, mais de bâtir ça, pour moi, ça me craint puis ça me donne le goût de me lever à chaque jour. Le fait de bâtir aussi quelque chose qui est plus grand que Gab et moi, tu sais, Case.me, c'est plus nous deux, là, c'est comme une compagnie qui existe à côté, puis nous, on se réalise à travers Case.me, mais on se réalise aussi au niveau personnel, mais de savoir que Case.me va continuer avec nous, est-ce que dans le futur, on sait jamais ce qui peut arriver, mais comme si un jour il y a une vente de l'entreprise, tu sais, comme c'est toi qui as parti ça peut être de quoi de super intéressant. Mais ce qui me craint vraiment en ce moment, je dirais, c'est tout l'aspect du virage responsable, Ouais. de savoir qu'on est capable de faire une différence. Fait qu'on travaille vraiment fort en ce moment pour tout ça.
Fait que je dirais que ça, c'est un de mes gros motivateurs actuellement. Là. Puis tu penses que c'est quoi ta force en tant qu'entrepreneur? Je dirais le côté humain dans moi, genre, autant que je suis rassembleur avec mon équipe, que j'aime tisser des liens de proximité avec les gens que je croise sur mon chemin, que ce soit des clients ou des fournisseurs ou autres. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui carbure aux humains. Si j'étais tout seul dans mon bureau, j'aimerais vraiment pas ça. Ça fait que je pense mon côté humain puis mon côté altruiste, genre, je sais pas, de tout le temps... J'essaye, oui, t'as une business, tu veux que ça soit profitable et tout, mais j'essaie tout le temps de penser, c'est comme what's in it for them. Fait que quand tu rencontres un client, de dire, OK, clairement que je veux te vendre mes produits, mais pourquoi ça serait bon pour toi, puis de trouver ces éléments-là pour que finalement ça soit win-win pour les deux. On fait la même chose avec des influenceurs, on fait un peu la même chose avec bien des choses, mais bref, je dirais que ça pourrait ressembler à ça. Puis c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se partir en entreprise mais qui a trop peur? Ben maintenant, avec, puis tu sais, l'exemple devant moi de pouvoir faire ça, mais que tu sois à l'école ou que tu aies une job comme j'avais, moi, dans le temps, c'est tellement rendu facile, entre guillemets, parce que c'est pas facile de se partir en business, mais c'est vraiment rendu plus facile de le faire. C'est plus accessible, je pense. Exact. Que ce soit tous les tutoriels que tu peux voir sur YouTube, que ce soit partir ta comptabilité, t'as QuickBooks, t'as Zoho, t'as tellement de logiciels maintenant qui facilitent tout ça. Là, je parle plus d'un business de produits comme nous deux, mettons, là. Puis de te faire un site web, t'es rendu capable de le faire toi-même. T'as pas besoin d'être un développeur logiciel pour faire ça. Là. Fait que le conseil que je donnerais, c'est si t'as peur, n'hésite pas à faire autre chose en même temps. Tu sais, même moi, quand j'ai lâché ma job, j'étais comme, tu sais, K-Smith, ça faisait déjà 1 an et demi. J'ai quand même eu le vertige. T'es comme, OK, ça passe ou ça casse, mais comme ça, cette partie-là, je pense que t'es jamais prêt. Là. C'est comme avoir des enfants dans la vie. Il y en a qui sont prêts, il y en a qui le seront jamais, mais je pense d'être parti en business. Tu peux être sûr de toi jusqu'au temps de dire OK, je lâche ma job ou je lâche l'école ou peu importe. Tant que tu le fais pas, tu le sauras pas. Mais bref, je pense de faire une job puis ta business en même temps jusqu'à temps que ta business elle soit assez rentable pour que tu puisses te verser un salaire. Je pense que c'est peut-être une bonne façon de pouvoir commencer. Là. Puis c'est quoi ton plus gros rêve avec K-Smith? Genre un gros rêve irréaliste. Ouais, ben je dirais que ça soit la marque d'accessoires mobiles la plus reconnue au monde, mais faite de façon responsable puis humaine. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'entreprises que quand ils grandissent, ils perdent un peu leur valeur puis leur vision qu'ils avaient dans le temps. Fait que moi, je dirais que ça serait ça. Là. Good. Puis est-ce que tu peux nous raconter un de tes plus gros fails, en parenthèse, que tu as eu pendant ton entreprise, comme quelque chose qui s'est vraiment mal passé? Si c'est arrivé. Oui, ça arrive souvent. Là. Je dirais... Il y en a tellement de fails. Le plus grand... Après, je pourrais essayer plutôt d'en énumérer quelques-uns, là, mais mettons, l'année dernière, je sais pas si tu as vécu la même chose avec toi, mais toute la chaîne logistique mondiale a été vraiment impactée par la COVID. Nous, nos produits viennent d'Angleterre. On faisait shipper par bateau. Pourquoi qu'on a décidé de faire ça par bateau? C'est vraiment moins polluant pour l'environnement que d'y aller par avion. C'est moins cher. Et c'est moins cher. Donc, on est comme, nice, on va se prendre d'avance. On a commandé toute notre batch de plastique pour le Black Friday, Cyber Monday, puis le temps des fêtes. Puis 1 mois avant le Black Friday, qu'on était supposé avoir notre bateau, on se fait dire, ouais, le bateau, il va arriver en janvier. Ouais. C'était comme, non, genre, ça peut juste pas. Fait que finalement, ça nous a coûté là, des milliers de dollars de recommander le même inventaire. Oh non. Parce que cet inventaire-là, on en avait pris d'extra un peu pour janvier puis tout, mais c'était pour le Black Friday. Là. Fait que dans le fond, on a recommandé la même quantité qu'on a fait shipper par avion. Oh mon Dieu. Fait qu'après ça, on a eu un bateau qui est arrivé avec 300-400 000 $ d'inventaire quand on avait déjà la même quantité. Ça fait que là, t'es comme, OK. Fait que ça a été quand même difficile. Puis le bateau, il est arrivé quand, finalement? Il est arrivé en janvier. OK. Il est arrivé bien à temps en janvier quand t'en as plus besoin, mais bon, ça fait partie. Des bugs web qu'on fait. On a lancé une mise à jour sur le site. On travaille avec une agence, puis
la mise à jour était supposée d'être faite 2 jours avant le Black Friday. Finalement, ça a été mis live le jour du Black Friday. Je me log sur le site. Je me lève super tôt le matin. Je me lève à comme 4h30. Le site est down. Le jour du Black Friday. Le Black Friday, je pense qu'ils vous aiment pas. Ah ouais, autant que c'est notre meilleur ami dans bien des cas que dans d'autres, et genre, tu peux pas te tromper le jour du Black Friday. Bref. Mais sinon, genre, commander des inventaires d'enveloppes que finalement tu reçois sont tout croche. Ouais. T'es juste genre, ah non, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais il y en a plein, des petites comme des grosses erreurs, là. Mais ouais, ça ressemble à ça. Good. Puis est-ce que tu as un entrepreneur ou une entrepreneuse qui t'inspire vraiment que tu vas look up to? Ça peut être un mentor. Ben récemment, on s'est formé un comité aviseur, ça fait que c'est des gens qu'on rencontre à chaque trimestre qui viennent nous challenger sur notre vision, sur les finances, sur bien des trucs. Puis il y a un gars au Québec qui me fait triper actuellement, Louis-Félix Boulanger, qui est justement un de nos aviseurs. C'était le CEO de Bon Look, en fait. OK. COO de Bon Look, pardon. Fait qu'il y a une business qui nous ressemble beaucoup de plein de façons. Ils travaillent en juste à temps aussi, ils vendent en ligne, ils vendent en retail. Fait que je trouve que c'est un modèle super inspirant au Québec. Mais sinon, à l'échelle mondiale des noms, vite de même, il y en a tellement de compagnies hot, là, j'aurais de la misère à dire, mais un gars de pas mal mon âge, Ben Francis, le fondateur de Gymshark. Ouais, Gymshark. Genre, insane son histoire. Le gars, il a justement 30 ans, puis sa compagnie, c'est juste débile. Fait que lui, je trouve ça vraiment inspirant de le voir aller, là. Fait que, il y en a plein d'autres, mais bref, ça ressemble à ça. Toi? Ouf, là, tu me prends... Ben, quand j'étais jeune, mettons, c'est un peu cliché, là, tout le monde sait ça, mais j'aimais vraiment Ellie Ryu parce que je trouvais que les gens, ils donnaient pas assez le mérite, tu sais, ils étaient tout le temps, ah, c'est une influenceuse, mais je trouve qu'elle a vraiment parti de quoi, from scratch. Mais maintenant, ça change à chaque jour parce que j'écoute tellement de podcasts que... Je suis pareil comme toi. Ouais, j'en ai pas, genre... Mais tellement de gens, là, les gens... J'aime ça d'avoir leur histoire parce que tout le monde, c'est tellement différent, puis t'apprends tellement en écoutant, je trouve que c'est fou important. Ouais, ça doit être le fun. Pour elle, c'était comme un rêve de faire... Genre qu'un jour, moi aussi, j'ai un podcast, fait que tu fasses ça, je trouve ça vraiment cool. Puis ça doit être... peut-être à un moment donné, en ce moment, j'ai pas le temps pour ça, malheureusement, mais oui, genre... Ça serait de quoi de cool à faire. Good. Puis pour finir le podcast, j'ai des petites questions rapides. Fait que premièrement, c'est quoi ta routine parfaite en tant qu'entrepreneur? Genre une journée parfaite. Ça, il y a disclaimer, là, je pense que chaque personne doit trouver sa propre routine. Là, c'est super important. Je pense que des fois, il y a des gens qui idolâtrent genre une façon de faire. Là. Moi, ça a évolué à travers le temps, mais maintenant, je me lève le matin, 4h45. Ma blonde, récemment, m'a parlé que tu devrais pas boire ton café avant 1h30 après ton réveil parce que ton corps sécrète de la mélatonine pour te coucher le soir. Okay. Puis moi, des fois, j'avais le problème de pas m'endormir ou de me réveiller d'ennui ou comme le jour d'avoir un crash d'énergie. Fait que je prends mon café 1h30 plus tard, mais c'est ça. Je me lève à 4h45, je travaille jusqu'à comme 6h30. Après ça, je m'en vais au gym. Ensuite de ça, je reviens à la maison. Puis à 8h, je commence autant, genre, tous mes meetings. Le matin, qui est super tôt, c'est là que je clenche tous mes courriels. Je me fais pas déranger par personne. Puis après ça, meeting avec l'équipe, meeting avec les clients, whatever. Puis moi, depuis 3 ans et demi, je fais du fasting, dans le fond, là, du jeûne intermittent. Fait que je mange pas de 7h le soir à comme midi le lendemain. Puis des fois, je fais des 24 heures aussi de comme... Ça m'aide vraiment à comme ma concentration. Là. Ouais, vraiment. Mais moi, je prends pas de médication, mais définitivement que j'ai un trouble d'attention depuis que je suis kid. J'ai joué au foot, puis j'ai fait trop de commo cérébrale. Ça fait que genre, je déconcentre vraiment facilement. Puis le fasting, ça m'a vraiment aidé à comme être focus. Ton corps, il perd pas d'énergie à digérer. Puis moi, une fois que je me mets de quoi dans la bouche, genre, je pense juste à manger tout le temps. Fait que ça a vraiment été un bon... quelque chose qui m'a aidé. Puis, je finis quand même tôt. Genre, je suis pas un workaholic. Je vais pas me finir à 8h le soir, 9h le soir. Moi, je ferme l'ordi, il est comme 5h, 5h30, puis... C'est quand même une bonne journée de 12 cuisine. heures. Genre, j'adore cuisiner. C'est vraiment de quoi que je m'intéresse beaucoup. J'ai un chien, on va marcher avec ma blonde, puis tout. Ça fait que ça ressemble à ça, je dirais. C'est quoi un conseil pour que les gens évitent justement de se burn-out?
écouter ton corps. C'est une belle machine, là, quand ton corps... moi, c'est weird, là, mais des fois, je commence à avoir, mettons, des ulcères dans la bouche. Là. C'est pas parce que je me suis mordu, là, c'est à cause que je suis stressé. Ouais. Puis là, c'est ton corps qui commence à te dire, hein, genre, slow down, ou bien d'avoir mal à la tête. Tu sais, il y a des signes physiques qu'il faut juste que tu sois conscient que c'est ça. Puis de te respecter là-dedans. Là. Tu sais, c'est normal de prendre des vacances. Là. C'est pas vrai que tu peux être performant 65 heures par semaine, 52 semaines par année. Là, tu vas te brûler. Ça fait que je pense de te respecter et de garder des temps pour toi aussi, pour pouvoir te déconnecter, faire des choses que t'aimes. Tu sais, si t'as tout le temps été une sportive ou quelqu'un qui aime lire ou peu importe, continue à consacrer du temps là-dessus si tu le peux. Fait que je dirais que le sport aussi, moi, c'est vraiment de quoi qui m'aide à rester là dans ma tête des fois, sinon ça ferait pitié. Là. Puis, c'est où que tu t'informes quand tu as des questions de business? Est-ce que ça va être plus un livre en particulier, un podcast, une émission? Un peu tout ça. OK. Je lis quand même, tu sais, 90% de mes livres, c'est business. Mettons, autant en audiobook. Je fais quand même souvent de la route, ça fait que j'écoute énormément de livres audio, sinon j'en lis aussi. Après ça, le fameux cercle de gens qui t'entourent, c'est que j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs que quand j'ai un challenge XY, je sais à qui parler exactement. Puis encore une fois, l'école d'entrepreneurship a vraiment aidé. Puis les podcasts, genre, je suis accro, j'en écoute vraiment beaucoup aussi. Fait que c'est ça. Il y en a un d'ailleurs qui c'est super intéressant si vous êtes à l'aise en anglais. Ça s'appelle How I Build This. C'est un podcast aux États-Unis qui parle de l'histoire de plein d'entreprises. C'est super intéressant. C'est plein de business qu'on connaît. Là. Ça fait que vraiment intéressant. Cool. Puis pour finir le podcast, la dernière question, c'est quoi le retail, fait que le magasin de rêve que tu voudrais voir Casey dedans? Bonne question. J'ai jamais pensé à ça. Ah non? Non. OK. Ben, tu sais, il y a une boutique, moi, en ce moment, que je trippe. Je magasine pas là, vu que je suis un gars, mais Aridia, je trouve ça insane, leur boutique. Je sais qu'ils vendent principalement leurs produits, mais c'est ça, ils ont plus leur marque interne. Ouais. Mais c'est ça. Sinon, ben, ça serait d'avoir nos boutiques qui est mis à un moment donné. C'est de quoi qu'on va faire, en fait, prochainement. Fait qu'à partir du mois de septembre, on va avoir notre première boutique à l'année, à Laurier, Québec. Ça fait 3 ans qu'on fait des pop-up shops 2 fois par année. Ah ouais? Oui, ça fonctionne full. Ouais, c'est débile. Ça fait qu'on a décidé là, de signer un bail avec eux pour l'année. Puis si ça fonctionne bien, merci. Si ça fonctionne bien, ben, ça va être de voir d'autres Casey à travers le Québec puis le Canada. Je vous souhaite. Merci beaucoup. Ben, merci full d'être venu au podcast. C'était super intéressant. Merci à toi. C'est vraiment gentil. Parce que je t'ai complètement coupé. Non, c'est pas grave. C'est où qu'on peut trouver Casey, les handles sur les réseaux sociaux? Casey Design, donc Casey avec un K. Beaucoup trop de gens massacrent notre nom, mais c'est Casey avec un K. Okay. Donc Casey Design, notre site caseydesign.ca, Instagram, peu importe où, Casey Design. Puis c'est ça. Parfait. Puis pour moi, comme à chaque semaine, j'oublie mes handles parce qu'ils sont tous différents. Je pense que YouTube, c'est Génération Startup. TikTok, c'est Génération Startup sans accent. Puis Instagram, je pense que c'est générationstartup.podcast. Fait que c'est ça. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.